J'avais toujours eu une confiance aveugle en ma femme, mais un jour, j'ai demandé à mon associé de me ramener en voiture et la vérité m'a frappé avec une telle violence que j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était un mardi pluvieux à Paris et ma voiture avait obstinément refusé de démarrer juste au moment où je terminais une séance de stratégie nocturne au bureau dans le quartier de la Défense. Mon associé Stéphane m'a proposé de me raccompagner chez moi, et alors que je m'installais sur le siège passager de son luxueux SUV allemand, j'ai remarqué une fragrance florale familière qui flottait dans l'habitacle. Le parfum exact que j'avais offert à ma femme Céline pour notre anniversaire de mariage le mois dernier. J'ai d'abord essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, mais j'ai ensuite aperçu une petite boucle d'oreille en argent coincée dans le pli du siège en cuir. Une boucle qui correspondait exactement à la paire que Céline prétendait avoir perdue à son club de sport du 16e arrondissement il y a 2 semaines. Je suis resté plongé dans un silence assourdissant pendant que Stéphane bavardait nonchalamment de notre prochaine fusion-acquisition, mon esprit passant en revue chaque réunion de son cercle de lecture nocturne et chaque vernissage tardif que Céline avait mentionné récemment. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement glissé discrètement la boucle d'oreille dans ma poche alors qu'il regardait la route et j'ai fixé les lampadaires qui défilaient, réalisant que l'homme assis à côté de moi n'était pas seulement mon associé, mais la personne qui aidait ma femme à démanteler nos 12 années de mariage. Cette trahison me faisait l'effet d'une lame froide et tranchante remuée dans mes entrailles, mais je savais qu'une réaction impulsive ne ferait que leur donner le temps de brouiller les pistes. Pendant des années, j'avais attribué notre succès à la solidité inébranlable de ma vie de famille, croyant que Céline était mon plus grand soutien, car alors que je travaillais 18 heures par jour pour bâtir notre cabinet de conseil. C'est elle qui m'avait encouragé à prendre Stéphane comme associé, affirmant que sa vision était exactement ce dont nous avions besoin pour nous développer. Je réalisais maintenant que sa recommandation n'était pas basée sur une logique commerciale, mais sur le désir de garder son amant près d'elle et de financer leur vie secrète avec mon capital durement gagné. J'ai ressenti une vague de nausée en me rappelant les nombreux dîners que nous avions partagés tous les trois, les rires autour de bouteilles de vin prestigieuses et la façon dont Stéphane me tapait sur l'épaule en m'appelant son frère. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une prise de contrôle hostile de mon existence entière, et ils attendaient probablement que la fusion soit finalisée pour m'évincer de l'entreprise et s'en aller vers le soleil couchant avec mes parts et ma dignité. Quand Stéphane m'a enfin déposé devant chez moi, j'ai regardé ses feux arrière disparaître avec une clarté que seule procure une dévastation absolue. Je suis entré dans notre appartement haussmannien et j'ai trouvé Céline assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec ce même sourire innocent qu'elle portait toujours. Elle m'a demandé comment s'était passée la réunion et, pour la première fois de notre relation, je l'ai regardée et j'ai vu une étrangère, je lui ai répondu que c'était productif et que Stéphane avait été très utile, guettant une lueur de culpabilité dans ses yeux. Mais c'était une professionnelle qui ne montrait rien. Elle s'est contentée de m'embrasser sur la joue en me disant que je travaillais trop, puis je suis allé dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte pour appeler immédiatement un détective privé que j'avais rencontré lors d'un précédent litige juridique. Je lui ai dit que le prix m'importait peu, que je voulais chaque message, chaque position GPS et chaque trace de ce qu'il faisait derrière mon dos, car je n'allais pas seulement demander le divorce, j'allais m'assurer qu'à la fin, il n'aurait même pas un banc public pour s'asseoir. J'ai passé le reste de la nuit à examiner nos statuts d'entreprise, cherchant la clause de moralité que j'avais insisté pour inclure lors de la rédaction du pacte d'associés original. C'était une clause standard que je n'avais jamais pensé utiliser, stipulant que tout associé impliqué dans une conduite portant atteinte à la réputation ou à la stabilité interne du cabinet pourrait être racheté de force à une fraction de sa valeur de marché. J'ai réalisé que si je pouvais prouver que Stéphane couchait avec ma femme tout en utilisant les ressources de l'entreprise pour faciliter leur rencontre, je pourrais le dépouiller de ses actions et sauver la société de son avidité. Céline pensait jouer à un jeu de cœur, mais j'étais sur le point de transformer cela en un jeu de survie. Assis dans le noir, la boucle d'oreille froide contre ma paume, j'ai commencé à élaborer le plan qui transformerait leur vie de rêve en un cauchemar judiciaire. Le rapport du détective est arrivé 3 jours plus tard, et le niveau de détail était suffisant pour me glacer le sang. Le journal GPS montrait que le SUV de Stéphane n'était pas seulement allé au club de sport, mais qu'il était garé devant un hôtel de charme du centre-ville chaque mardi après-midi depuis 6 mois, alors que Céline prétendait suivre des cours avancés de pilates. Plus troublant encore étaient les photos d'eux ensemble dans une bijouterie de la place Vendôme, où l'on voyait Stéphane acheter un collier de diamants identique à celui que Céline m'avait dit avoir hérité de sa grand-mère le mois dernier. En parcourant les preuves, j'ai compris que mon associé ne se contentait pas de me voler ma femme, il utilisait notre compte de notes de frais pour financer leurs escapades, classant leur séjour à l'hôtel en réception client et leur dîner coûteux en études de marché.
Un étrange sentiment de calme m'a envahi alors que le choc initial se transformait en une concentration tactique et glaciale. Je ne les ai pas affrontés tout de suite, au lieu de cela, j'ai invité Stéphane à un dîner privé à la maison, lui disant que nous devions discuter des derniers détails de la fusion avant le conseil d'administration de vendredi. Je voulais les voir dans la même pièce, entourés de la vie qu'ils essayaient de me voler, afin de les regarder me mentir en plein visage une dernière fois avant de leur retirer le tapis sous les pieds. Le dîner fut un chef-d'œuvre de tromperie, Céline jouant le rôle de l'épouse parfaite et Stéphane celui de l'associé loyal et travailleur. Ils échangeaient de petits regards complices quand ils pensaient que je ne regardais pas, un langage secret de la trahison que je pouvais désormais décoder avec aisance. Céline servait le repas que j'avais payé, portant le collier que mon associé avait acheté avec l'argent de mon entreprise, et elle a eu l'audace de porter un toast à notre avenir commun. Je suis resté là, sirotant un verre d'eau et les écoutant discuter de la façon dont la fusion allait tout changer pour nous. Ils avaient raison, bien sûr, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Stéphane était particulièrement audacieux, s'appuyant sur sa chaise et me racontant à quel point il appréciait notre fraternité alors que sa maîtresse était assise en face de lui, souriant à l'homme qu'elle prévoyait d'abandonner. J'ai compris à ce moment-là qu'ils ne voulaient pas seulement l'argent, ils appréciaient le frisson de la tromperie, le sentiment d'être plus intelligent que l'homme qui leur avait tout donné. J'ai ressenti un éclair de dégoût, mais j'ai gardé ma voix stable et mon sourire figé, jouant le rôle de l'imbécile crédule jusqu'à la dernière seconde. Après le dîner, j'ai emmené Stéphane dans mon bureau pour revoir les documents de fusion, mais au lieu du contrat, je lui ai tendu une enveloppe Kraft contenant les photos du détective et l'audit détaillé du compte de notes de frais. Le silence qui a suivi était si lourd qu'il semblait écraser l'air de la pièce. Le visage de Stéphane a subi une transformation terrifiante, passant d'une confiance arrogante à un masque de panique pâle et transpirant alors qu'il réalisait que son inconduite était désormais consignée par écrit. Il a tenté de bégayer une explication, disant que ce n'était pas ce que je croyais, mais je l'ai fait taire d'un simple geste vers la porte où Céline se tenait, le visage figé par l'horreur en comprenant que la partie était terminée. Je leur ai dit à tous les deux que la réunion du conseil d'administration de vendredi ne porterait pas sur une fusion, mais qu'il s'agirait d'une séance d'urgence pour déclencher la clause de moralité et révoquer Stéphane de la firme sans aucune compensation pour ses actions de mauvaise foi. J'ai regardé les deux personnes en qui j'avais le plus confiance réaliser que leur vie de rêve allait devenir une catastrophe publique et très coûteuse. Céline a tenté de courir vers moi, les yeux remplis de ces mêmes fausses larmes qu'elle utilisait depuis 10 ans, me suppliant de l'écouter prétendant que Stéphane l'avait manipulée, mais je ne l'ai pas laissé me toucher. J'ai simplement désigné la boucle d'oreille en argent que j'avais posée sur le bureau, celle que j'avais trouvée dans la voiture de Stéphane. Je lui ai annoncé que l'appartement était à mon nom, que l'entreprise était désormais sous mon contrôle total, et qu'elle avait exactement 30 minutes pour faire ses valises et partir avec son associé avant que la police n'arrive pour enregistrer une plainte pour abus de biens sociaux. Le regard de choc pur et absolu sur leur visage a été la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Ils avaient passé des mois à planifier ma chute, mais ils avaient oublié que c'était moi qui avais construit le système qu'ils essayaient de subvertir. Alors qu'ils se précipitaient pour rassembler leurs affaires, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé les préparatifs finaux pour le conseil d'administration. Sachant que le frère et l'âme sœur que je pensais avoir n'étaient rien de plus qu'une créance irrécouvrable que j'étais enfin prêt à passer en perte et profit. Le conseil d'administration du vendredi matin a été un massacre pour la réputation professionnelle de Stéphane. Alors que je siégeais en bout de table et que je regardais les directeurs faire défiler les preuves de ses détournements de fonds et de ses violations éthiques, Céline avait passé les dernières 48 heures à m'appeler depuis des numéros masqués. Ces messages passant d'excuses hystériques à des supplications désespérées pour une sortie élégante qui ne la laisserait pas sans un sou. Mais j'avais déjà chargé mon équipe juridique de déposer une poursuite civile pour la récupération des fonds matrimoniaux volés qu'elle avait détournés vers ses comptes secrets. Les administrateurs, dont beaucoup étaient mes mentors depuis des années, ont été révoltés par la profondeur de la trahison de Stéphane et ont voté à l'unanimité pour lui retirer ses droits de vote et déclencher le rachat forcé à la valeur minimale autorisée. Il est entré dans la salle avec 10 minutes de retard, l'air débraillé et brisé, pour découvrir que son accès de sécurité avait été révoqué et qu'un carton contenant ses effets personnels l'attendait dans le hall. Je n'ai même pas levé les yeux lorsqu'il a été escorté vers la sortie par les mêmes gardes qui le saluaient autrefois, réalisant que la fraternité dont il s'était moqué exigeait enfin son paiement intégral. Le rebondissement qui a véritablement scellé leur chute fut une information que mon détective avait découverte la nuit de leur départ. Il s'est avéré que Stéphane ne se contentait pas de coucher avec ma femme, il l'utilisait pour recueillir des secrets de fabrication afin de les vendre à notre plus grand concurrent dans le cadre d'un plan de secours au cas où la fusion échouerait. Céline n'avait pas été seulement une épouse infidèle,
Elle avait été une espionne industrielle involontaire, livrant mes données propriétaires en échange de la promesse d'une villa dans un pays sans traité d'extradition. Quand j'ai présenté cela aux autorités financières, l'affaire est passée d'un divorce salissant à une enquête pour espionnage industriel. Céline s'est retrouvée interrogée par des agents qui se moquaient éperdument de sa garde-robe de créateur ou de ses fausses larmes, et le nouveau départ de Stéphane a été remplacé par une peine potentielle de 15 ans dans un centre de détention. La femme qui avait été le centre de mon monde était maintenant un témoin de l'accusation témoignant contre l'homme pour qui elle avait détruit son mariage, simplement pour éviter une cellule pour elle-même. Le divorce a été finalisé avec une rapidité clinique, ne laissant à Céline que les vêtements qu'elle avait emballés lors de ces dernières 30 minutes. Le juge, dégoûté par les preuves de sa fraude financière et de sa tentative de ruiner mes moyens de subsistance, m'a attribué l'appartement, les résidences de vacances et une partie importante de ses actifs personnels restant à titre de restitution. Je n'ai pas ressenti de joie en signant les papiers définitifs, mais un profond sentiment de soulagement, comme si une fièvre venait enfin de tomber après une longue et épuisante maladie. J'ai passé le mois suivant à restructurer le cabinet, promouvant les employés loyaux qui avaient été mis à l'écart par l'ego de Stéphane et m'assurant que les fondations inébranlables de l'entreprise reposaient désormais sur la transparence plutôt que sur une confiance aveugle. J'ai réalisé que le trajet que j'avais demandé ce mardi pluvieux n'était pas seulement un retour à la maison, c'était le véhicule qui m'avait transporté hors d'une vie d'illusion pour m'amener dans une réalité où j'étais enfin le seul architecte de mon destin. Aujourd'hui, le cabinet est plus prospère que jamais et je me suis entouré de personnes qui privilégient l'intégrité aux apparences. Je garde toujours cette boucle d'oreille en argent dans un petit bocal sur mon bureau, non pas comme un souvenir de la femme que j'ai perdue, mais comme un rappel de toujours prêter attention aux petits détails que les autres négligent. Céline vit dans un petit appartement de location, son nom étant sur liste noire dans tous les cercles sociaux et cabinets professionnels de la ville, et Stéphane attend actuellement son procès, son SUV de luxe ayant été remplacé par une équipe juridique qu'il ne peut plus s'offrir. Je suis en paix, sachant que la vérité ne m'a pas seulement choqué, elle m'a sauvé d'une vie passée à bâtir un royaume pour des gens qui n'attendaient que ma chute. Je regarde l'horizon maintenant et je ne vois que des opportunités, reconnaissant pour cette nuit de pluie qui m'a forcé à voir le monde tel qu'il était vraiment. Je suis curieux, de quelle partie du pays écoutez-vous cette histoire ?